Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de datation radiométrique et si c'est réellement une méthode fiable. Avant de parler de datation, je vais faire un petit point sur ce qu'est la science. En science, pour pouvoir démontrer quelque chose, il faut pouvoir le tester, l'observer et pouvoir répéter les observations et les tests. Ce qui fait que la science se divise en deux grandes catégories. Les sciences opérationnelles, qui sont testables, observables et répétables, et qui vous donnent les différentes technologies que nous possédons actuellement, comme les appareils qui vous servent à regarder cette vidéo, les voitures, les avions et tout le reste qui existe. Et les sciences historiques qui essayent de traiter de nos origines, et qui elles pour le coup ne sont ni observables, ni testables, et encore moins répétables. Car par définition, le passé est inaccessible et vous ne pouvez pas l'observer ou le tester. Tout ce que nous avons, c'est ces conséquences qui sont dans le présent, et vous essayez d'interpréter ces données pour en tirer des conclusions sur le passé. Et cette notion s'applique au sujet de cette vidéo, car la radioactivité, elle, fait partie de la science opérationnelle puisqu'on peut l'observer et la tester, alors que la datation via la radioactivité, elle, fait partie de la science historique, puisque vous essayez de déterminer l'âge de certaines roches, et pour le coup ce n'est pas observable et ni testable, et je vais montrer pourquoi. La radioactivité est liée au fait que certains atomes soient instables. Pour rappel, un atome est constitué d'un noyau qui contient des protons et des neutrons, et autour duquel circulent des électrons. Le nombre de protons va déterminer de quel élément il s'agit. Par exemple, le carbone contient 6 protons, l'azote en contient 7, et l'oxygène en contient 8. Par contre, le nombre de neutrons, lui, n'est pas fixe, ce qui fait que vous avez plusieurs combinaisons possibles de protons plus neutrons, et c'est ce qu'on appelle des isotopes. Dans le cas du carbone, vous avez 3 isotopes possibles, le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Le numéro 12, 13 ou 14 va déterminer le nombre de protons plus neutrons que contient cet atome. Dans le cas du carbone 12, vous avez 6 protons et 6 neutrons. Dans le cas du carbone 13, vous avez 6 protons et 7 neutrons. Et dans le carbone 14, vous avez 6 protons et 8 neutrons. Certains de ces isotopes sont stables, comme le carbone 12 et le carbone 13, et d'autres sont instables, comme le carbone 14. Ces éléments vont se désintégrer dans un autre élément, c'est ce qu'on appelle l'élément fils, et l'élément qui se désintègre est appelé l'élément pair. Ces deux notions sont importantes parce que je vais en parler plus tard dans la vidéo. Pour déterminer l'âge d'une roche, ce qu'on fait c'est qu'on mesure la quantité d'éléments pair et fils qu'elle contient, et ensuite on peut en déduire l'âge de la dite roche. Mais le problème c'est que cette méthode repose sur 3 suppositions. La première est que la quantité initiale d'éléments pair et fils est connue. Ce qu'on suppose, c'est qu'au moment de la formation de la roche, la quantité initiale d'éléments fils est nulle. Et donc que toute la quantité d'éléments fils que contient la roche actuellement est issue de la décroissance radioactive de l'élément pair. Et comme la formation de l'élément fils est toujours du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'un élément pair donne un élément fils, on prend donc la quantité d'éléments fils qu'on mesure actuellement, on l'ajoute à la quantité d'éléments pairs qu'on a mesuré, ce qui nous permet de déterminer la quantité initiale d'éléments pairs. Et comme on a la quantité initiale et la quantité actuelle, à partir de la décroissance de cet élément pair, on en déduit une date. Mais le problème c'est que vous ne savez pas si l'élément fils au moment de la formation de cette roche était effectivement absent. Personne n'est allé vérifier, personne n'est allé mesurer, personne n'est en mesure d'aller vérifier cette donnée. Donc, rien ne vous prouve qu'effectivement la quantité initiale était nulle. La deuxième supposition est que le système est fermé, et donc qu'il n'y a eu aucune variation des éléments pairs et fils, autre que via la décroissance radioactive. Mais ça non plus, vous ne pouvez pas le vérifier, puisque personne n'était là tout au long de l'histoire de cette roche, pour aller mesurer à chaque instant les éléments pairs et fils et être sûr qu'il n'y a eu aucune contamination ou aucune perte. La troisième supposition est que la vitesse de décroissance radioactive est constante. Cette vitesse est représentée par ce qu'on appelle la période de demi-vie. La période de demi-vie est la période au bout de laquelle, statistiquement, la moitié des atomes radioactifs se sont désintégrés. Et on suppose que cette période est constante. Mais ça encore, vous ne pouvez pas le vérifier. Personne n'était là dans le passé pour mesurer cette vitesse et être affirmé avec certitude qu'elle est constante. En plus, on a des preuves pour affirmer que ce n'est pas le cas. Par exemple, dans le granit, vous avez des minéraux qu'on appelle les zircons. Ces zircons contiennent de l'uranium-238. Cet uranium se désintègre via plusieurs étapes en plomb-206. Chacune des étapes produit un atome d'hélium.
Alors a priori, le temps de demi-vie de l'uranium-238 est de 4,5 milliards d'années. Et on sait que la vitesse de diffusion de l'hélium hors des roches est très rapide, beaucoup plus rapide que les 4,5 milliards d'années. Ce qui veut dire que si vous prenez un zircon, il devrait y avoir très peu d'hélium à l'intérieur. Or, il se trouve que ce n'est pas du tout le cas, on en trouve en quantité assez impressionnante. Ce qui veut dire que la vitesse de désintégration de l'uranium a été comprimée à tel point qu'on produisait plus d'atomes d'hélium que ce que la diffusion permet de faire sortir des roches. Mais il y a d'autres problèmes avec les datations radioéléments. Si ces méthodes étaient réellement aussi fiables que ce qu'on nous annonce, on devrait obtenir des résultats cohérents avec des roches dont on connaît l'âge. Or, ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, une coulée de lave du mont Sainte-Hélène, qui date de 1986, a été datée avec la méthode potassium-argon, et on obtient un âge entre 0,5 et 2,8 millions d'années, ce qui n'est pas du tout en raccord avec la date de cette coulée. Le deuxième exemple est avec le mont Ngorwe qui se trouve en Nouvelle-Zélande. Différents échantillons ont été prélevés de 3 coulées de lave qui datent de 1949, 1954 et 1975. Elles ont été datées et on obtient des résultats entre 0,27 et 3,5 millions d'années. On voit bien encore une fois qu'il n'y a aucune cohérence entre l'âge connu des roches et celui qu'on obtient via les datations radioéléments. Dernier point, si ces méthodes étaient réellement fiables, on devrait obtenir pour une même roche des âges similaires avec des méthodes différentes. Or ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, des tests ont été faits avec des roches provenant du Grand Canyon. Elles ont été datées avec les différentes méthodes qu'on connaît et on obtient les résultats suivants. Avec la méthode potassium-argon, on obtient un âge de 841,5 millions d'années. Avec la méthode rubidium-strontium, on obtient 1,055 milliards d'années. Et avec la méthode samarium-néodymium, on obtient 1,33 milliard d'années. Au final, comment est-ce qu'on peut faire confiance à une méthode qui repose sur des suppositions qu'on ne peut pas vérifier, qui nous donne des résultats incohérents pour des roches dont on connaît l'âge, et qui en plus donne des résultats différents en fonction de la méthode qu'on utilise. Pour finir, j'aimerais aborder le cas particulier du carbone 14. Le carbone 14 n'est pas utilisé pour dater les roches, car la majorité des roches ne contiennent pas de carbone. Il est plutôt utilisé pour dater des objets d'origine organique, qui eux contiennent du carbone. À cause de sa demi-vie de 5730 ans, au bout de 50 000 à 60 000 ans, il n'est plus possible de détecter du carbone 14. Et donc vous ne pouvez pas dater des objets qui sont censés être vieux de plusieurs millions d'années avec la méthode au carbone 14. Le carbone 14 est constamment généré dans la haute atmosphère via le rayonnement solaire qui transforme de l'azote 14 en carbone 14. Ce carbone va s'associer à de l'oxygène pour former du CO2. Ce CO2 radioactif va être assimilé par les plantes qui vont l'intégrer dans leurs molécules organiques. Ces plantes vont être assimilées par des animaux qui vont donc récupérer ces molécules organiques radioactives. Ces animaux vont eux-mêmes être assimilés par d'autres animaux et ainsi de suite. Et comme ça, vous retrouvez du carbone 14 dans tous les êtres vivants à travers la chaîne alimentaire. La datation au carbone 14 se fait via l'utilisation du ratio carbone 14 sur carbone 12. Tant que l'organisme est vivant, ce ratio reste constant et est censé être identique à celui de l'atmosphère. Mais une fois qu'il meurt, il n'assimile plus de nouveau carbone 14, et donc la quantité de carbone 14, et donc le ratio carbone 14 sur carbone 12, diminue au cours du temps. Et donc pour dater un objet avec le carbone 14, il suffit de mesurer ce ratio carbone 14 sur carbone 12, et ensuite si vous connaissez la valeur initiale de ce ratio, vous pouvez déterminer la date de cet objet. Mais c'est justement là le problème. Comment je sais quelle est la valeur du ratio carbone 14 sur carbone 12 initiale? Parce que personne n'était là il y a 5000 ans ou 10 000 ans pour le mesurer ce ratio. Et bien pour les évolutionnistes, la réponse est très simple. Eux ont une vision uniformitariste du monde. Et donc la valeur de ce ratio est restée constante au cours du temps. Donc il suffit juste de mesurer celle actuelle, et donc vous avez votre valeur pour le ratio initial. Sauf que je vais vous montrer que ce raisonnement est faux. Alors pourquoi il est faux? Eh bien je vous ai dit que le carbone 14 était généré via le rayonnement solaire. Or ce rayonnement solaire est filtré par le champ magnétique terrestre. Et donc en fonction de l'intensité du champ magnétique terrestre, la quantité de rayonnement qui a atteint l'atmosphère n'est pas la même. Et donc si vous n'avez pas la même quantité de rayonnement qui atteint l'atmosphère, la quantité de carbone 14 générée n'est pas la même. Et donc le ratio carbone 14 sur carbone 12 n'est pas constant. Or, on sait pertinemment que le champ magnétique terrestre n'a fait que décroître ces derniers siècles. Je ne peux pas affirmer qu'il n'a fait que décroître, mais c'est pas ce qui est important ici.
Ce qui est important de noter ici, c'est que le champ magnétique terrestre n'est pas constant. Comme il n'est pas constant, la quantité de carbone 14 générée au cours du temps n'est pas constante, et par conséquent le ratio carbone 14 sur carbone 12 de l'atmosphère n'est pas constant. Ce qui fait que tout le raisonnement des évolutionnistes tombe à l'eau, et toutes les dates qu'on a obtenues via les méthodes de datation au carbone 14 sont fausses. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a découvert du carbone 14 dans des objets qui sont vieux de plusieurs millions d'années, et qui donc ne devraient plus contenir de carbone 14. Ce qui remet clairement en question la datation de ces objets, car vous ne pouvez pas avoir un objet vieux de plusieurs millions d'années qui contient encore du carbone 14. Par exemple, on en a découvert dans des fossiles de dinosaures, qui sont censés être vieux de plusieurs dizaines de millions d'années. On en a également trouvé dans du charbon, qui est censé s'être formé il y a plusieurs centaines de millions d'années. On en a également trouvé dans des diamants, qui sont censés être vieux de plusieurs milliards d'années. Donc au final, vous voyez bien que les datations aux radioéléments ne sont pas fiables, et en plus elles remettent sérieusement en question la chronologie que nous enseignent les évolutionnistes. Les millions et milliards d'années ne sont qu'une pure fiction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.